Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce. Aujourd'hui, un vieux e-commerçant qui a commencé il y a très longtemps. Il n'est pas si vieux que ça lui-même, hein, mais il a une très belle expérience et il va nous raconter qui il est. Euh, Est-ce que l'e-commerce lui a apporté? Est-ce qu'il a apporté au e-commerce peut-être aussi? Ou du Oh, moins, ce pas que tu as grand-chose. apporté aux e-commerçants aujourd'hui. Bonjour Ah ouais. Cyril. Salut Nicolas, tu vas bien? Ah, super, ravi de te Bon, voir. ouais, moi aussi, de même, de même. Ouais, donc en fait, mon parcours il est assez particulier parce que j'ai quitté un des boulots où j'étais commercial de par des situations de vie et parallèlement j'avais monté ma société de e-commerce. Donc j'avais commencé dans des produits assez spécifiques. Et j'étais totalement novice. Alors, je tournais déjà sur le web depuis un petit moment, parce que quand j'ai monté ma première boutique, c'était en 2002, et ça faisait déjà 4 ou 5 ans que j'étais sur le web. Et je tâtais un petit peu du référencement, j'avais commencé à regarder, mais bon, voilà, c'était vraiment les prémices de tout ça. Donc, j'ai monté 2 boutiques de e-commerce. Et bien sûr, comme tout le monde, quand tu es néophyte, tu prends des claques, hein. Tu comprends pas ce que tu fais au départ, tu apprends sur le tas. Donc il y avait beaucoup moins de tutos que maintenant, YouTube était beaucoup moins développé, c'était même les prémices, En donc quelle c'est année? vrai que comment? En quelle année 2002, c'était? Ah, 2002. 2002, donc en fait, c'était vraiment l'avènement d'internet. Certains n'y croyaient même pas, les gens ils se disaient: «Ouais, internet, c'était ça la marchera bulle. jamais». C'était Ouais, la c'est ça, bulle Internet. Tout le c'est monde y exactement croyait c'est à ce moment-là. c'est exactement ça. Donc les gens n'y croyaient pas du tout. Et donc parallèlement à mes business, enfin à mes boulots de salarié, j'avais créé cette société-là. Donc j'avais monté 2 boutiques de e-commerce. La première qui a été revendue, qui avait plutôt pas mal fonctionné, donc on avait fait pas mal d'argent la première année, 1 an et demi. On avait pas mal engrangé. Et la deuxième année, ça nous a permis, j'étais associé avec quelqu'un, de lancer les premières boutiques de e-commerce sur le matériel de pêche à la carpe et le matériel de pêche aux silures, qui était en fait la passion de mon collègue et de moi. Donc c'était nos 2 passions. Donc on voulait vivre de nos passions. Donc on a monté 2 boutiques de e-commerce. Et on a fait la première erreur que, je dirais parmi les 5 que j'y citerai, c'est croire que ça pouvait être simple. Et donc ça a été très, 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 très compliqué de monter la première boutique et de monter les deuxièmes. Tout simplement pourquoi? Parce que on n'avait pas du tout imaginé l'ampleur du boulot qu'il y avait sur le web. C'est énormissime. Il fallait faire les photos des produits, il fallait les insérer sur le site, mettre les textes, tout paramétrer, choisir un bon hébergement. Bon, bref, on a fait vraiment l'erreur de croire que c'était simple et on a perdu énormément de temps. Tu avais énormément de références aussi. Alors, on avait au tout début, les 6 premiers mois, on avait, je crois, 500 ou 600 références. Ensuite, quand j'ai évolué, je suis passé à 30 000 références, même plus, 40 ou 45 000 références. Mais au tout début, au tout début, qui ont été voilà, les prémices des boutiques de e-commerce, parce qu'après, on a évolué sur une boutique en dur. Donc, on a monté un magasin de 300 mètres carrés. Les deux premières e-boutiques, ça a été vraiment la croix et la bannière. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué et je le regrette pas du tout. Mais par contre, j'y réfléchirai à 2 fois, avec toute l'expérience que j'ai maintenant, j'y réfléchirai à 2 fois avant de monter une boutique de e-commerce et de vraiment penser que ça pouvait être simple de se lancer. La deuxième erreur que nous avons faite, pardon, c'était de croire qu'il fallait peu de budget. Alors, on avait prévu un budget pour l'achat des produits et tout ça, mais il faut quand même un bon budget pour monter un bon site internet avec un bon design, avec les modules de paiement, avec les conditions générales de vente,
conditions générales de vente qu'on n'a pas pompé ailleurs, chose que beaucoup de e-commerçants font, mais qui est quand même puni par la loi. Donc on a fait des conditions générales de vente rédigées par un juriste, donc ça nous a coûté de l'argent. L'hébergement, le nom de domaine, le design et tout le boulot qu'il y avait derrière, parce que même si on ne travaillait pas, enfin même si on était, même si on le faisait pas faire, pardon, il fallait faire les photos des produits, enfin rentrer les textes et tout ça, et puis les textes, il fallait les pondre, même si nos fournisseurs nous en donnaient quelques-uns, il fallait quand même amener de la technique et il fallait amener notre expérience par rapport aux produits que l'on pouvait tester. Donc croire qu'on pouvait monter une boutique de e-commerce avec un faible budget, ça a été la deuxième erreur que l'on a pu faire. Alors, qu'est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a des dropshippers avec 3 francs 6 sous, un peu de génie, Infosite, Shopify, EasyVent. Mais le dropshipping, c'est un truc à part. Aujourd'hui, moi, je suis comme toi, je me considère l'e-commerce comme quelqu'un qui va monter une boutique pour un avenir qui va durer plusieurs années. Un commerce pérenne. Un commerce pérenne. C'est quoi un budget entre guillemets standard pour lancer une activité standard avec, comme tu dis, 100, 600 références pour avoir un joli design, un site qui tient la route, un petit budget pub, sans le contenu et non plus Et avec un peu de stock? Et avec un peu de stock? Non, ça, le stock, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, tu as un stock de vases en cristal, c'est pas pareil que Tu intègres pas le des stock? masques pour le Covid, quoi. Moi, Donc, un budget. ouais, je dirais que par rapport à notre expérience, en fait, en plus, c'est de là que j'ai commencé à me former au SEO, parce que c'est là où j'ai pris ma plus grosse claque. Et après, alors je ne citerai pas de nom, parce que les sociétés existent encore, mais je me suis fait avoir de 6 000 €, ce qui était quand même une partie de mon fonds de roulement pour pouvoir me lancer. Donc je dirais que par rapport, pour répondre vraiment précisément à ta question, et Précisément, on n'y englober… arrivera pas, mais Comment? précisément, c'est pas possible, mais donner une fourchette. Non, mais j'aurais tendance à dire pour bien se lancer, avec un bon site de e-commerce, 500, 600 références, avec du travail que l'on peut faire nous-mêmes également, je pense qu'on peut arriver à avoir une fourchette entre 6 et 8 9 000 €. Je pense que c'est jouable avec un site internet. Sachant que maintenant, on a des CMS. Où les templates, les designs les CMS comme PrestaShop, donc les systèmes pour manager du contenu sont gratuits. Et tu achètes les templates, tu achètes les modules que tu vas greffer, tu le connais très très bien. Donc un thème comme PrestaShop, enfin un site comme PrestaShop ou un script comme PrestaShop ou WooCommerce sur WordPress, c'est gratuit. Et un design correct, digne de ce nom, sans modification, ça coûte entre 100 € et 200 €. Donc j'aurais tendance à dire que au niveau technique, c'est pas forcément très cher. C'est après tout le travail qu'il va y avoir à faire. Et si tu amènes du développement supplémentaire à ton outil. Et je pense qu'avec un budget pub et compagnie, entre 6 et 9 000 €, tu peux arriver à faire quelque chose de correct. Je pense que c'est le budget qu'il faut pour pouvoir lancer une petite boutique très correcte, avec un peu de budget pour commencer à se faire connaître et avoir un minimum de contenu à l'intérieur sur des pages importantes comme les pages de catégorie par exemple. Ouais, sans budget SEO, sans budget pub alors. Sans budget SEO et sans budget pub. Enfin si, avec un petit budget pub, avec quand même un petit budget pub, c'est-à-dire pour commencer à te faire connaître autour de chez toi par l'intermédiaire Ah oui. de l'algorithme de Facebook. Parce qu'après, il y a Google My Business, Ouais. qui est un outil gratuit de Google qui fonctionne très très bien, donc qui peut te permettre d'évoluer. Je pense que 6 9 000 €, tu as un peu de fonds de roulement, tu as un peu de budget pub, tu as pour les scripts, parce qu'après, il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a tout ce qui est administratif, il y a aussi, te monter en auto-entrepreneur avec une boutique de e-commerce, au départ, c'est très bien, mais enfin, tu n'es pas du tout crédible. Et derrière, il faut un certificat SSL qui soit digne de ce nom, tout simplement parce que tu vas avoir un cryptage de bonne qualité, tu vas avoir une assurance derrière. Il ne faut pas oublier que
on a quand même des transactions, on a quand même des transactions bancaires. Donc, on a quand même des flux bancaires entre notre site internet et la banque. On se doit d'avoir quelque chose de verrouillé. Donc, tout mis bout à bout, il faut quand même un petit peu de budget. La troisième erreur que l'on avait fait, qu'on aurait faite au départ, mais on a vite rectifié, c'était justement ce mauvais choix de script. Donc, à l'époque, alors pour les vieux de la vieille qui vont s'en souvenir, il y avait Pile, c'était pile.fr, il y avait Power Boutique, il y avait ASP, enfin il y avait des boutiques qui étaient montées en ASP, il y avait OS Commerce, après on est passé sur de la Creload, après on est passé sur du PrestaShop, mais il y a eu d'autres scripts entre temps. Bon bref, nous on était parti sur Pile au départ, qui nous convenait plutôt pas mal, et on s'est très vite rendu compte que comme Google évoluait, comme Google commençait à prendre énormément de parts de marché, il fallait que notre site internet soit présent sur les réseaux, enfin sur les moteurs de recherche. Or, les boutiques de e-commerce à la base n'étaient pas du tout faits pour le référencement. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout pensées. Alors déjà, on n'avait pas du tout le responsive. Donc, c'était des boutiques carrées qui étaient comme ça. Enfin, voilà, quoi. C'était quelque chose très spartiate, très archaïque, mais ça fonctionnait. Il y avait les modules de paiement et tout, donc ça fonctionnait. C'était plutôt pas mal. Cependant, c'était très compliqué à référencer. Très, très compliqué à référencer. Même si on avait pas mal de contenu, on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Donc, on est de suite passé sur un script qui s'appelait OS Commerce, donc avec une version Creload qui était, enfin, ça, c'était pas mal. Et là, il y avait des modules basiques de référencement, c'est-à-dire ça correspondrait aujourd'hui au Yoast que l'on a sur WordPress, d'accord? Donc c'était des modules que l'on rajoutait qui nous permettaient de faire un peu pas du référencement, mais d'optimisation SEO basique avec un peu de contenu, et pour pouvoir les mettre, pour que les moteurs de recherche puissent ingurgiter. Donc en fait, au départ, on avait fait le mauvais choix du script pour le référencement, en se disant le référencement, on va peut-être faire plus de pubs payantes que de référencement naturel. Et en fait, sur le long terme, il aurait fallu penser différemment, c'est-à-dire penser référencement dès le départ, comme je le préconise maintenant, plutôt que de faire de la pub et voir comment ça allait évoluer. Donc, on avait fait un mauvais choix de script au départ. Et donc, c'est un conseil que je peux faire, c'est dès le départ, réfléchissez à comment votre script va résonner aux yeux et surtout aux yeux des algorithmes des moteurs de recherche. C'est quand même très, très important. Nous, on a fait cette erreur-là. Et d'où le fait que derrière, comme je ne m'y connaissais pas en 2002, c'était les prémices, quoi. J'ai commencé 2000, 2002. On a fait appel à une grosse société de référencement, qui est toujours en vie d'ailleurs depuis le temps. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas trop mauvais, mais à l'époque, ils me l'ont bien mis à l'envers quand même. Ah, ils étaient forts, hein. Je vois qui c'est, ça me brûle les lèvres d'en parler. Ça commence par B, voilà. Mais enfin, on n'en dira pas plus. Quand même 5 ou 6 000 euros, je crois, dans l'os pour une année de référencement, et il y avait eu aucun positionnement. Et c'est à partir de là que j'ai décidé, bon allez, je me forme, et puis pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que je me ferai plus avoir, quoi. Ah, pourquoi? Plus en gros, moi, ils bossent les référenceurs? Me lance pas. me lance pas. Ça fait un moment que je tourne sur le circuit pour voir, pour avoir pas mal d'idées assez posées sur des choses. Non, allez-y. Allez, me lance pas. Donc la technologie, au final, c'est important parce Ouais. qu'il faut que ça réponde bien. Aujourd'hui, le souci, c'est pas tant que ça réponde, c'est qu'il n'y en ait pas trop. Il y a deux poids, deux mesures. Voilà, il y a deux poids, deux mesures. Il faut être visible de toute façon. Donc, on en parlait juste avant, tout à l'heure. Il faut que ce soit quelque chose de correct. Donc, comme tu dis, voilà, il faut que ça puisse être. Quand on monte un site internet, même pour un site vitrine, et toi, tu es spécialisé dans les e-commerce avec ton site internet de Surfcamp, donc tu le sais très bien.
Tu te dois d'être visible. Tu peux pas passer à côté d'une manne financière comme le trafic que t'amène Google. C'est pas possible. 8 recherches sur 10 en France, c'est Google. Tu peux pas. Tu es obligé d'être positionné. Le gars qui se dit je vais monter une boutique de e-commerce, bah voilà, en avant, bah, voilà. Et je connais des gens qui. J'ai un exemple d'une dame qui m'a appelé il y a 3 ans maintenant, qui était chez une très 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 grosse société qui fait de la création de sites internet et soi-disant des offres de référencement. J'ai eu le directeur marketing au téléphone et son technicien. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas vendre ce que vous vendez à cette dame-là, vous êtes en train de l'enfumer, quoi. Cette dame-là était partie en plus dans une thématique qui n'était pas du tout concurrentielle, qui était les sextoys. Alors, je te laisse imaginer le truc. Il n'y a pas plus concurrentiel que cette thématique-là. Si, les assurances et le reste. Il y en a 2 autres aussi. Ben, cette personne, en fait, avait contracté un abonnement pour 3 ans pour une plateforme de e-commerce all-in-one, tout en une, avec un abonnement, je crois, référencement de 75 € par mois. Donc, il faisait l'optimisation, il mettait les produits, il faisait l'optimisation, puis la dame, après, elle devait se débrouiller, quoi. Ben, en 1 an, elle n'avait jamais eu aucune vente, rien du tout, elle n'avait pas rentabilisé. Et je crois que la totalité de la prestation sur les 3 ou 4 ans, c'était 4000 balles. Donc, elle était aux abois, elle s'est dit, je vais lancer ça, ça me plaît, elle était, j'en sais rien, moi, elle était peut-être échangiste, je sais pas. Mais elle a lancé sa boutique de e-commerce et là-dedans, elle n'a pas eu une vente. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, quand nous, on arrive derrière après, qu'on dit aux gens, mais vous n'avez pas choisi le bon script pour la bonne technique, pour être visible sur le SEO. Il faut tout changer, il faut tout refaire. Tu peux pas. Tu as remarqué, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller expliquer la messe à quelqu'un qui n'a pas l'oreille prête pour entendre. Donc, il faut que les gens, malheureusement, ils soient passés par là pour se dire, ah ben tiens, des gens qui font tout en heure, des vendeurs d'abonnements, c'est pas ma cam. Je vais aller voir le référenceur. De toute façon, aujourd'hui, on a nos résultats qui sont visibles. Qui sont Les sites visibles, qui sur sont lesquels on probants. compte, les références qu'on a, elles sont visibles. On n'a plus le temps, comme tu dis exactement, on n'a plus le temps. Enfin, Ben, c'est ça pas qu'on sert n'a à plus le rien. temps. Ça sert à rien en fait d'expliquer à quelqu'un, voilà, la personne Malheureusement. n'aura pas l'écoute pour essayer de comprendre que sa boutique doit être performante à l'heure actuelle sur le web et sur le digital. C'est très compliqué. J'en ai eu un cas concret ce matin pour un site vitrine, hein. Et la personne, j'ai dû vraiment la mettre à plat pour lui dire changez votre manière de communiquer. Si vous ne le faites pas, vous allez droit dans le mur et vous allez arrêter la société. Mais c'est culturel, hein. Aujourd'hui, on croit ce qu'on voit. Moi, j'imagine que je n'ai pas touché un ordinateur de ma vie. Je veux aller sur Internet. Je vois que le site Internet, il est joli. Donc, je veux un site Internet joli. C'est Donc, ça. moi, je l'ai vu aussi je travaille avec un graphiste. Il vend des sites Internet. Une femme qui nous connaît les deux, nous demande un devis à tous les deux. Et je lui dis, ouais, mais moi je vais faire comme si. Lui, il lui dit qu'il va faire comme ça. Et au final, elle a pris le graphiste. Et Un au bout site d'un an, elle internet, me dit, je vends pas. Je lui dis, ben oui, vous vendez pas. Mais votre site, il est joli. Il me dit, ah, mon site, il est joli, quoi. Je lui dis, ben voilà. Si vous voulez un site qui soit joli et qui vende, il fallait me prendre en plus. l'erreur, alors ça c'est l'erreur globale, hein, des entrepreneurs, c'est de ne pas penser à la conception, au référencement dès la conception du site internet. C'est-à-dire que si le site il est pas optimisé, tu vas perdre 6 mois, 1 an. C'est Laurent Bourrelli qui disait que voilà, la pire des pénalités, c'était la perte de confiance par rapport aux moteurs de recherche, comme Google par exemple. Et ça m'avait marqué. Je crois qu'il y a un bail qu'il avait dit ça. Je crois qu'il y a 6-7 ans qu'il avait dit ça. C'était la perte de confiance qui était la plus importante. Et c'est vrai. Un des 3 robots, des 3 algorithmes de Google qui viennent voir et qui voit que le site n'est pas mis à jour ou qu'il n'est pas correct aux yeux du moteur, c'est même pas la peine d'y penser. Donc t'imagines quand tu vas acheter, parce que généralement ce que font les e-commerçants, quand ils se lancent, c'est qu'ils vont acheter le matos, ils vont acheter le stock. Ouais. T'imagines si tu fais ton site internet, t'es pas visible, tu te colles le stock sur le dos, c'est plus du tout la même histoire. Et quand tu as des gros investissements et que c'est pas pensé dès le départ, ça peut faire très mal. C'est ça. Du coup, tu nous disais le quatrième point, c'est le contenu.
Donc le quatrième point, le contenu, c'est surtout à ne pas négliger. L'erreur à ne pas faire, c'est de croire qu'on met une photo, un produit, un prix, une description de 20 mots et ça suffit. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Google ne sait pas apprécier une photo, il faut lui mettre une balise, enfin, il faut lui mettre du texte dans une balise alt et dans un titre. Il ne sait pas apprécier une vidéo, donc il faut lui mettre du contenu. L'image va servir et le prix vont servir pour les visiteurs, pour avoir une expérience utilisateur, mais ensuite le contenu c'est fait pour les robots. Donc ça ne sert à rien de jouer à Proust ou à Baudelaire sur une fiche de produit de e-commerce, mais néanmoins, il faut mettre un minimum de contenu avec des mots-clés qui correspondent au produit. Alors généralement, ce qui marche très très bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de branding autour des produits quand une marque le vend. Donc la marque va faire du positionnement de marque sur ses produits. Donc ce qui marche très très bien, c'est le nom du produit en lui-même, plus le type de produit et le nom de la marque. Et ça, généralement, ça marche très très bien. Donc déjà, en balise titre, ça fonctionne très bien. Mais ne pas négliger le contenu, c'est une erreur à faire de négliger le contenu et de se dire, bon allez, je fous tous mes produits, j'envoie sur le site internet et on voit comment ça fonctionne. Rassure-moi, tu passais pas autant de temps à faire une description pour un hameçon que pour une canne à pêche. Alors, non, je passais pas autant de temps, c'est sûr, mais un hameçon, en fait, bon après, voilà, c'est très technique et j'ai l'impression d'être invité à un dîner de cons là. Tu vois. Mais attends, moi je suis passionné de pêche, je pêchais beaucoup quand j'étais jeune. C'est vrai? Oh Mais putain! oui, je sais Ça attacher me fait penser, un hameçon à un fil. tu vas m'appeler François Pignon en vrai. Moi, j'étais tellement, comment dire, puriste que j'achetais les hameçons Sans qu'il soit monté, ouais, tout sans à qu'ils fait, soient ouais. montés. Je montais moi-même les hameçons. Après, Ben, je faisais pas la pêche en rivière, hein, tu vois. Je faisais la mouche, si on prend, ça pourrait être l'objet d'un sujet. Je t'inviterai à Noël. Tu nous oui, feras- en plus, je suis pas mauvais. En plus, je suis très bon pêcheur à la mouche parce que, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas pêché, mais ça fait quand même 20 ans que je pratiquais, donc je Ouais. suis quand même pas très très mauvais. Mais oui, tu pourras m'inviter à Noël. Mais je viendrai avec mes boomerangs aussi et puis mes petites allumettes pour le pont de Tancarville. Non, 36 000 il y a allumettes. François qui vient. T'inquiète. Alors, effectivement, on pourrait croire que pour un hameçon, il n'y a pas de contenu à mettre. Ben, pourtant, il faut dire que l'hameçon il est piquant, il faut dire qu'il est chromé ou qu'il est noir, il faut Ouais. dire qu'il est d'une certaine grosseur, il faut dire qu'il est d'une certaine qualité, d'une certaine matière, qu'il a une certaine résistance, pour quel type de poisson il est fait, pour quel type de pêche il est fait. Donc, tu peux très vite remplir 50 mots Ouais. facilement. En plus, tu brodes après. Hein. Voilà, tu peux un peu broder, mais sans trop broder. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas jouer à Proust ou à Baudelaire, mais tu as quand même quelque chose à dire. Alors, c'est sûr que dans les catalogues des fournisseurs, c'est voilà, des listes ULLI. Hein, c'est comme ça, c'est Ouais, carbone, ouais, nickel, numéro, tant, et puis pour brocher, carpe, on s'en fout. Mais sur un site internet, on a besoin. Google, en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle RankBrain, qui n'est pas à négliger, et son algorithme BERT, là, qu'il a mis à jour il y a peu de temps, il ne faut pas négliger le contenu. Le contenu, Bill ouais, puis Gates c'est l'avait dit en cohérent avec la 1996, verticale. Aujourd'hui, de toute façon, si on fait un contenu est site, roi. si on fait un business, c'est dans une niche et de la canne à pêche à l'hameçon, on va parler de sa niche. Là, ça peut être la pêche à la mouche, ça peut être la rivière, ça peut être la pêche au brochet. On peut faire des niches sur tout. Et ça va très vite. Hein. Moi, je me souviens qu'un site internet qui avait débuté en même temps que nous, mais qui avait beaucoup plus de gros budgets. Ils étaient sur une grosse enseigne. Ils avaient un magasin de 1200 mètres carrés, enfin, avec un stock, un très gros stock derrière. Ils faisaient rien que sur la partie carpe à l'époque, sur le web. Hein. Donc, c'était super bien détaillé. Il y en avait partout. C'était un petit peu le Cdiscount de la pêche. Ils faisaient 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année rien que sur la carpe, quoi. C'était énormissime, c'était énormissime. Et ça représente de belles marges, ça? Non, alors, quand tu faisais venir les containers de Chine directement, quand le fournisseur te passait la commande et que le container arrivait chez toi, tu commandais le container et tu payais une partie du shipping, enfin de la livraison vers chez toi et que tu partageais avec le fournisseur. Oui, là, tu avais des marges avec des BFA derrière qui étaient relativement intéressantes. Donc, tu passais à
30-37% de marge, c'était quand même pas mauvais. 40% de marge, ce qui n'était pas mauvais dans la pêche. Dès que tu peux passer des commandes à l'unité, ça devenait très vite, ou un petit peu plus, avec des packages. La marge diminuait et on devait le vendre avec une marge brute derrière relativement importante. Et quand tu es face à Decathlon ou autre, qui en plus Decathlon venait de racheter le plus gros site internet de pêche qui était pêcheur.com, qui eux avaient, ils avaient la C'est totale. Decathlon qui a racheté ça? Decathlon avait racheté ça et ils l'ont revendu. D'accord. Ils l'ont revendu et c'était Olivier Bernasson à l'époque qui avait un forum. Alors, je ne sais pas s'il était passionné de référencement. En tout cas, à l'intérieur des équipes de pêcheur.com, je me souviens qu'il y avait des référenceurs. Et donc, ils avaient mis le paquet et Decathlon s'était vraiment intéressé. Ils avaient gardé la marque pêcheur.com pendant 5 ou 6 ans, je crois. Et ensuite, ils l'avaient revendue. Mais parce que Decathlon a changé sa politique. C'était du made in Decathlon. Ils ne faisaient plus venir trop de produits des fournisseurs. Ils fabriquaient eux-mêmes et ils allaient pomper en Chine les produits, les marques. Et puis après, ils avaient leur propre développement d'ingénierie et tout. Mais ils faisaient leur référencement et ils négligeaient jamais le contenu. Il y avait toujours des phrases. D'ailleurs, tiens, j'en veux pour preuve. Tu sais ce que je t'avais dit pour ton client du jambon de Bayonne Oui. au bar. Tu m'avais dit, mais je ne peux pas mettre plus de contenu. Je t'avais dit, mets une balise lire la suite en cliquant dessus pour aller rajouter du contenu. C'était parce que le site, c'est un Joomla, je crois, c'est ça? Magento. Magento. C'était un Magento. Et ben, Cdiscount, c'est pareil. Pêcheur.com faisait la même chose. Chronocart faisait la même chose. C'est-à-dire qu'ils mettaient gavé de contenu, mais tu voyais qu'une seule phrase et après tu dépliais le contenu et tu voyais énormément de contenu à l'intérieur. Et le robot adorait ça. Il venait là-dedans, tu n'avais que des mots optimisés et puis mais des phrases qui voulaient dire quelque chose quand même. C'était pas de la bouillie comme peuvent faire certains à l'heure actuelle. Ça fonctionne, ça ramène de la thune. L'e-commerce, c'est comme la pêche. Il faut tester les coins. Ouais, il faut tester les coins. Ouais, c'est clair. Alors, maintenant, il y a l'avènement du dropshipping, mais le dropshipping, ça existe de Mathusalem. L'affiliation dropshipping, ça existe depuis longtemps. Alors, ça a été démocratisé parce qu'il y a des outils qui sont sortis. Il y a Amazon qui est arrivé, mais ça existe depuis. Moi, j'ai toujours fait de l'affiliation. Je me souviens, dans la pêche, il y avait un site internet qui s'appelait la boîte à pêche. Je crois que c'était Jean-Claude Poiré ou un truc comme ça, son nom. Le gars, il m'avait dit une fois, je me paye mes vacances, et puis pas des petites vacances, hein, je me paye mes vacances avec l'affiliation que je fais avec pêcheur.com. Donc il avait un site internet, mais qui était de l'époque, hein, où il faisait de l'affiliation dessus. Et le gars, il prenait les produits, il prenait le lien d'affiliation et il mettait 200 mots de contenu. Donc le gars, à l'époque, il avait déjà compris que le contenu était intéressant. Et je te parle de ça, ça fait 10-15 ans, quoi, minimum. 10-15 ans. Donc, c'est toujours d'actualité. Et oui, il faut tester. Il y a des niches. Et tout. Alors maintenant, tout est un peu verrouillé, mais je pense que le dropshipping va déchanter bientôt. Il me semble avoir vu passer 2-3 trucs sur Amazon qui commence à baisser les commissions. Je pense que ça va scier la branche à certains qui pensent que le dropshipping est l'Eldorado. Et Ouais, surtout que ça bon. bouffe le petit commerce. On va en parler avec un avocat cette semaine parce que j'ai encore vu un truc là ce week-end magnifique. Ah, ce que tu m'avais dit. Oui, ce que je t'ai envoyé, le gars il a pris Ouais, c'est moi. Enfin, ouais, d'accord, le gars, le gars que je t'avais pingé, ouais, le jeune là. Ouais, Ouais, d'accord. Ouais, incroyable. EAF Paris, EAF Shoes, il y en a deux et c'est la surenchère de faux commentaires, moins 50%, pas de qui sommes-nous, tout le alors, qui on est planqué. ça aussi, tu fais très bien d'en parler. Après, je sais pas combien de temps tu as prévu pour la vidéo, mais enfin pour la petite conférence, mais tu fais bien d'en parler. C'est surtout une erreur à pas faire, c'est de pomper ce qu'il y a chez les autres, comme par exemple les conditions générales de vente. Enfin, c'est à éviter, quoi. Donc, et faire des faux avis. Alors, tout le monde en fait, oui, bien sûr, tout le monde en fait. Pas vu, pas pris. Ouais, c'est clair. Par contre, quand tu es pris, ça fait très, 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 très mal. Donc, j'ai un client qui s'est fait attraper par la direction des fraudes, la DGCCRF, qui s'est pointé chez lui sur délation. Ça fait bizarre quand l'inspecteur il arrive chez toi. Donc,
Il faut faire très attention. C'est aussi une erreur à pas commettre. Alors, il y en a plein, tu en parleras avec l'avocat, mais voilà, il faut éviter. C'est une expérience aussi. J'ai un peu joué aussi, donc Tout le monde fait ça. Au début, on copie les ouais. mentions légales, on copie des CGV, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on fait un copier-coller. C'est pas une façon de faire. Alors, C'est pas la bonne façon. pour éviter de se les faire pomper, il y a une méthode qui est très très simple, c'est en fait de prendre ces CGV en photo et de mettre un JPEG de ces conditions générales de vente. Et ça marche très très bien. Ouais. Et en plus, ça laisse pas de footprint puisque tu peux changer le nom du JPEG régulièrement. Donc sur du PBN, tu fais un site. Non, on parle pas de ça. On n'est pas sur du PBN, là. On va encore rentrer dans les termes techniques, ça, c'est hors sujet. Et non, je te parlais tout à l'heure de l'e-commerce, c'est comme la pêche. Il faut tester les coins où on pêche, parce que le 5e chapitre, la 5e erreur à éviter, tu me disais que c'était Ah, de ne pas ben, tester. qu'il faut pas lancer un site internet de e-commerce sans tester au moins une base de référencement, savoir si votre site internet peut être bien crawlé par les moteurs de recherche. Alors, il y a plein d'outils qui existent et voir s'il n'y a pas trop de duplication de contenu. Il y a un outil qui s'appelle Screaming Frog qui peut aider les débutants à pouvoir régler les problèmes de balises de tag title, de balises méta qui peut manquer, des balises H aussi, ou des tags H, je ne sais plus lequel, si on dit balise ou tag. Après, tester le SSL, tester les sitemaps, tester vraiment le fonctionnement de l'outil avant de le mettre en production et afin de voilà de pas se planter en termes de référencement. Et puis aussi tester la vitesse de votre site internet. Tester votre hébergement. On parlait de technique tout à l'heure, mais surtout éviter de prendre un hébergement mutualisé à 2 balles même si je travaille avec eux. Chez OVH, ne prenez pas un hébergement mutualisé chez OVH ou ailleurs, chez One and One. Tiens, je ne vais pas dire OVH, je vais dire One and One. Ne prenez pas un hébergement mutualisé chez eux, où vous allez être à côté de 60 000 sites internet et où vous avez 500 produits. Il faut que ça réponde du tac au tac pour que l'expérience utilisateur soit parfaite, afin que le client ait un déroulement de tunnel de conversion qui soit nickel. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où il va rentrer sa carte bleue qu'il faut que le site plante. Voilà, donc ça aussi, c'est niveau technique, c'est quelque chose de très important. Et généralement, les gens les débutants vont aller prendre un hébergement low cost pour minimiser les coûts. Et derrière, ils ne pensent pas du tout à cette expérience utilisateur qui est super Attention, importante. attention, il n'y a pas que les débutants. Les agences aussi, elles vont prendre des hébergements low cost. Et, Ne me lance pas. non, mais il faut se méfier des agences aussi, parce que les agences, elles ne nous disent pas tout. Eux, ce qu'elles font, c'est souvent des sites qui sont jolis. C'est très souvent ça. C'est très souvent ça. C'est des packages tout en un, avec du PrestaShop, avec du WooCommerce, avec des trucs qui sont super bien packagés. Elles te vendent des prestations ficelées, on va dire. Et derrière, t'as que dalle, tu es obligé de te démerder. Alors c'est vrai que le marketing est super bien fait. Très, très, très bien fait. Et donc, tu glisses dedans. Mais combien j'ai d'exemples de personnes qui sont venues me voir en me disant: Oh, j'ai souscrit à un site internet en leasing. Ça me coûte 200 € par mois. J'en ai jusqu'à 3 ou 4 ans et ça va me coûter 6 000 balles. Et si je veux garder le site internet, il faut que je resigne. Je dis: attendez, votre site internet, il ne vous appartient pas. C'est du site de e-commerce. Et qu'est-ce qui vous appartient là-dedans? Les images et le texte? J'espère que votre chiffre d'affaires vous appartient aussi. Et qu'est-ce que tu penses des solutions pré-hébergées qui font un carton, les grosses marques vont dessus, Shopify, Shopify est. ça- Oxatis. C'était celle qu'il fallait pas citer. Euh, On n'est pas là pour les descendre en flèche, mais ça Non, peut être en fait, adapté si on très n'a clairement, pas je vais te dire, si on a des objectifs très bas. très clairement, pour la personne qui veut se monter, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure, les packages ficelés. Si tu prends pas le haut de gamme, si tu prends le bas de gamme sur des packages comme Oxatis, Oxatis c'est Proximedia. Donc je crois que c'est Proximedia, c'est Publicis derrière. Il me semble, si je dis pas de conneries, mais je pense que je me trompe. Alors, si je me trompe, ne m'en veuillez pas. Il faudrait que je me remémore tout ça. Mais Oxatis, si tu veux, moi, la personne qui était venue me voir à l'époque, c'était justement un site Oxatis.
Donc, j'avais eu le directeur et le technicien. Je leur avais dit, mais ça, on ne peut pas le faire. Ça, on ne peut pas bouger. Ça, on ne peut pas. Mais ça, on ne peut pas. Ça s'indexe pas. Il n'y avait pas la redirection des 3W sans les 3W. Rien que ça. Ouais. Donc, on avait une duplication de site internet, une duplication de contenu qui était déjà native alors parce qu'il n'y avait pas de redirection. Donc, c'était relativement problématique. Les gars ne voulaient rien entendre. Si, c'est bien. Si, ça fonctionne. Ah non, je suis désolé. Après, Shopify, c'est américain, ça, je crois, non? Je sais pas. Non, enfin, bref, je sais pas. En ce moment, je Tu me as déjà mélange un peu tout. travaillé dessus? C'est la solution préférée des dropshippers. Je sais, mais si tu veux, comme je fais partie de quelques groupes de dropshipping, sans communiquer, je regarde comment ça se passe. Et quand j'ai vu la mentalité, quand j'ai vu comment ça se fait, alors il y en a qui font du pognon, hein. Je sais qu'il y en a qui font énormément d'argent avec cela. Moi, c'est pas mon truc. J'ai pas voulu y aller. J'ai regardé comment c'était fichu. J'ai vu des sites internet en Shopify, mais j'ai pas voulu y aller. Autant, tu vois, si tu veux monter une boutique, plutôt que de faire du dropshipping, parce que le dropshipping, en fait, c'est donner, toutes tes informations à la société qui va te faire la livraison. Donc, c'est donner vraiment toutes ces informations-là. Donc, c'est donner tes bases de données. Je ne veux pas donner mes informations et ma data à quelqu'un d'autre qui un jour va dire je coupe les vivres, je ne vous livre plus, allez vous faire voir, quoi. Et ça arrivera. On voit Amazon qui baisse ses commissions aux États-Unis. Le jour où ça va arriver en Europe, je peux te dire que ça va écrimer des dropshippers. Mais à la limite, moi, tu vois, je verrais bien des solutions locales comme, autour des villes, tu vois, où tu peux, c'est fait par les CCI généralement, et ce sont des sites internet préconçus où tu peux mettre tes produits et où tu vas avoir une visibilité locale et qui va être poussé par un nom de domaine qui est géré par la CCI et qui va avoir plein de ramifications partout. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est s'il y en a qui veulent monter une petite boutique de e-commerce pour démarrer autour de chez soi, parce que notre première clientèle, elle est autour de chez nous, ça serait d'utiliser ces outils-là ou alors de partir sur un CMS comme WordPress ou comme PrestaShop. Mais faire du dropshipping, ça nécessite beaucoup de connaissances en publicité, des connaissances en référencement et du jour au lendemain, croire que c'est l'Eldorado de monter un Shopify et de faire du dropshipping, c'est de la poudre aux yeux. Tous les mecs, de toute façon, c'est pas compliqué. Je vais te dire un truc, hein. Tous les gars qui vendent des formations pour le dropshipping ne font plus de dropshipping. Ils en font plus. Ils ont peut-être un ou deux sites parce qu'ils ramènent encore de l'argent, mais autrement, ils vont vendre les techniques pour pouvoir faire du dropshipping. Et c'est eux qui gagnent de l'argent, c'est pas ceux qui font du dropshipping. En un an, il faut un budget considérable pour pouvoir être rentable sur du dropshipping. Et puis, il faut avoir un sourcing énorme. Alibaba, AliExpress, enfin tous ces sites internet exotiques où tu peux acheter Wish, où tu peux acheter du matos pas cher, bas de gamme. Et voilà. Et quand tu as une casse, qui c'est qui fait l'échange? Quand tu as un SAV, enfin, je trouve que le dropshipping a un peu détruit le. C'était un autre débat, mais bon, je préfère le dire quand même. Je trouve que le dropshipping a détruit le petit commerce en France. Ça a mis un bon coup, et sur Internet également. Parce que des sites Internet, vraiment catastrophiques et de daubes en dropshipping qu'on voit. Moi, j'ai un collègue qui fait du dropshipping, mais enfin, non, qui fait pas, il fait du sourcing. Il fait du sourcing et puis il fait venir les produits et il vend les produits directement. Mais en même temps, il a quelques produits qu'il vend en dropshipping. Il fait les deux. Et il a un fonds de roulement qui est pas trop mal. Et ça continue, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Date dans ce sens-là, ouais. Après, Ils font partie de l'écosystème, il faut faire avec aujourd'hui. Demain, il n'y en aura peut-être plus. Tu vois, une année, il y a quelques années, j'étais en agence, en SS2I, j'ai eu deux clients, deux gros discounters. À eux deux, ils faisaient 4 millions d'euros. Aujourd'hui, ils n'existent plus. ah oui. Ah mais non, mais c'est Les gens sur ça. Internet, sur Internet, pour un e-commerçant, il y a presque que deux stratégies. Le prix, et là, c'est hyper dur de tenir. Ou si tu es peut-être un dropshipper hein, qui allume un feu de paille et qui demain disparaît, comme celui que j'ai vu ce week-end. Soit tu es, comme les deux qui ont disparu, c'est hyper dur de tenir. Soit tu vends des produits rares,
unique sur une niche avec une expérience client. J'ai vu la dernière vidéo de Magento qui mettait en avant leur partenariat avec Adobe. Question expérience utilisateur, ils sont pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tu as raison. Quand tu es sur une niche et que après tu vas utiliser des outils qui ont une expérience utilisateur bien ficelée, ça peut fonctionner. Après, faut faire attention aussi aux sites de niche, hein, parce que vendre des produits que Google ne connaît pas, va t'amuser à les référencer. Combien de temps tu vas dire à ton client pour que ça prenne, sachant que les gens ne connaissent pas le produit, sachant qu'il n'y a aucune analytics, il n'y a aucune data, il n'y a aucune donnée là-dessus. Donc tu es obligé de te rapprocher de quelque chose. Et il y a plein de choses comme ça. Ouais, mais si le mec il fait ça, c'est qu'il a déjà une expérience en général. Tu te sers de son fichier client, tu fais l'effet boule de neige en raccrochant les wagons. Ben, en fait, j'ai eu une expérience il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a 2 ans, et ça s'est terminé, c'était il y a 3 ans, ça s'est terminé l'année dernière, donc je travaillais 2 ans avec cette personne. On a réussi quand même à faire des ventes, mais essentiellement grâce aux réseaux sociaux, mais il Ouais, avait ouais, il avait un produit, si tu veux, qui n'existait pas. Donc, ouais, il n'avait pas de clientèle au départ, ou très très peu. Donc, quand les gens avaient acheté le produit, tu le gardes à vitam aeternam. C'était un livre. C'était un livre qui peut-être plus tard explosera parce que c'était pas mal, mais c'était plutôt bien fait. Mais ça n'existait pas. Donc, ouais. Bon, après, chacun a sa stratégie, hein. Typiquement aussi, j'ai ce cas-là où c'est un ah produit oui, nouveau qui est pour une niche, beaucoup ne le connaissent pas. Du coup, il faut servir des réseaux sociaux pour faire connaître, mais de Google pour être là quand on va taper le mot-clé générique. et j'en viens à mon deuxième point que je te disais tout à l'heure. La deuxième erreur à pas faire, c'est de croire que il faut peu de budget pour pouvoir se lancer. Car quand tu parles de publicité sur les réseaux sociaux, quand tu parles de publication et tout, mais que c'est toi qui travailles, donc pour le client, c'est un budget, donc il ne faut pas le négliger. Parce que quand la personne est néophyte et qu'elle ne connaît pas justement toutes les techniques à mettre en place, tu es obligé d'avoir cet apport financier au départ pour demander à un prestataire comme Mm. toi ou moi de faire ce boulot-là de branding, de marketing. Tu es obligé. Et donc, il faut quand même ce budget. Donc, c'est pour ça que le deuxième point, croire qu'il faut peu de budget pour se lancer, c'est un point à ne pas négliger. Parce que quand tu te retrouves sur la paille, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, donc c'est pour ça que je pensais qu'en dernier point, tu allais nous parler de tester le marché, comment on va tester avec de la bouillie des coins de pêche, tu vois. On amorce un petit peu. Parce que moi, ça, je l'ai fait très bien. Je l'ai fait comme ça pour Océan Adventure. Et justement, dans la vidéo de demain, je pense, j'expliquerai comment, avec une page, j'ai été sonder le marché. Une page, hop, 20 000 euros, j'ai vu que c'était bon. Et après, j'ai pris d'autres risques et j'ai déployé en essayant d'automatiser un Ah, peu plus des choses. la technique, elle est bonne. La technique, elle est bonne, mais alors le truc, c'est qu'il faut avoir ces connaissances-là pour pouvoir le faire. Alors oui, tu peux tester. Tu peux tester des niches. Maintenant, pour tester des niches, moi, je vais te dire un truc, hein, très sincèrement. Moi, je vais sur Amazon, je vais sur AliExpress et j'écoute sur les sites internet des influenceurs ce qui se passe. Tu vas sur Instagram, tu as toujours un nouveau produit qui sort, qui peut être très intéressant et tu regardes s'il est développé sur la toile ou pas. Et ça peut être très intéressant. Après, l'histoire de la bouillie, mettre une page, l'histoire de la bouillie avec le référencement. Tu m'as dit qu'il fallait pas parler de technique, j'en parle pas. Bon, allez, vas-y, dis-nous tes niches là. Oh, mes niches, ouf, j'en ai plus beaucoup en fait. J'en ai plus beaucoup. Les classiques, je continue. Parce qu'en fait, je m'occupe de mes clients comme je peux. C'est déjà plutôt compliqué parce qu'il faut du boulot, il faut faire ça comme, il faut faire ça. C'est ce que c'est, hein. On est Ouais. toujours par Mont et par vous. Non, j'ai toujours la niche de la voyance. Ça, ça Ah, je marchera savais toujours. pas ça. Ça marchera toujours, ça. Ouais, ça c'est vieux. Bah, il me reste pas beaucoup de sites internet. J'ai 2 petits sites internet qui ramènent encore un petit peu d'argent, mais très peu. Après, j'avais une autre niche. Enfin, j'ai 2 autres niches que je vais tester. J'ai acheté les noms de domaine, mais j'en parle pas maintenant parce que il y a peu de personnes sur le marché. Donc, mais c'est pour donner une petite indice, ça se trouve dans la salle de bain. Voilà. C'est un produit qui se trouve dans la salle de bain
et un autre produit qui se trouve dans la maison. De toute façon, les produits maison, ça cartonne. Ça cartonne, c'est pas compliqué, ça cartonne. Donc, Bon, ton site de voyance marche bien, hein. On aura toujours une maison de mère. non, le site de voyance, il a beaucoup de mal parce que, en fait, j'ai fait des sites internet qui sont plutôt jolis et en fait, c'est les sites internet qui sont les plus pourris qui fonctionnent parce qu'ils ont l'impression que les gens c'est fait par Madame Irma, quoi. Et donc, que le Ouais. voyant, il est vraiment très très fort. Et puis, il y a des gros. Tu pourras demander à ton collègue, cher voisin de la côte basque que tu connais très bien, qui a pas mal de sites aussi et je crois qu'il travaillait pour. Voilà, il a travaillé aussi pour un gros client, je crois, voyance, et donc c'est très concurrentiel, c'est très compliqué. Moi, j'ai plus de petits sites. Mais à une époque, oui, j'en avais une bonne cinquantaine et ça marchait bien. Moi, maintenant, voilà, la meilleure des niches que je pourrais préconiser quand on fait du e-commerce, c'est si vous avez une expertise. Si vous avez une expertise et que vous avez une passion, et qui peut être une expertise, développez-la. Que ce soit en e-commerce ou que ce soit avec un site vitrine, on a, on, a, on a tous en nous, alors pas quelque chose de Tennessee, mais quelque chose à donner à quelqu'un d'autre. On a tous une expertise à pouvoir donner et à pouvoir apprendre. Voilà, moi, je n'étais pas spécialisé en marketing, j'y connaissais strictement rien. Je me suis formé. J'ai été voir ton site internet, comment il était fait et tout ça. J'ai pigé certains trucs. J'ai écouté aussi ce que tu disais. Je me suis reformé aussi au référencement à une époque avec notre cher confrère de la côte basque. Donc, il fallait, voilà, j'avais cette expertise-là, je souhaite la développer de plus en plus, mais voilà. La première niche, c'est l'expertise que l'on peut avoir. Et si en plus on a une passion et que ça nous fait plaisir, je pense que c'est le meilleur des produits que l'on peut vendre parce qu'on connaît parfaitement nos produits et on est le meilleur à pouvoir parler de notre produit. Expertise, autorité, confiance. Confiance. Expertise, Merci autorité, confiance. Cyril pour Avec plaisir, mon cher Nicolas. ces bons conseils. Tu as très bien introduit la vidéo de demain Je te remercie. qui sera justement sur le lancement d'Océan Adventure. Pourquoi je me suis servi de ma passion pour travailler cette niche et comment tester le marché. Et tu as bien réussi. Et franchement, tu peux être fier parce que j'ai regardé et rien n'est joué encore. Hein. Non, mais franchement, tu tiens le bon bout. Ouais, Tu tiens le bon bout. je bosse. Sincèrement, Hein. et c'est très sincèrement. Parce que ça aussi, c'est un des secrets des e-commerçants. Hein. Il faut bosser. Hein. C'est rare d'avoir des recettes magiques où on ne bosse pas. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un gagner de l'argent sans travailler, à part gagner au loto. Ouais, ou s'appeler Rockefeller et avoir une cuillère dorée dans la bouche. Le bon produit au bon moment, des fois ça marche, mais il faut bosser. Hein. Ceux qui sont là encore sur la durée prouvent que le travail paye. Super, mais merci beaucoup Cyril. Avec grand plaisir, Nicolas. Passe un bon week-end. Ouais, à toi aussi. Salut. Au plaisir. Ciao, salut à tous.